Bonjour à tous. La grande famille, c'est quoi? C'est une conversation où j'invite des personnes au grand cœur. Vous y retrouverez des femmes et des hommes de multiples nationalités qui ont un point commun, celui de partager un morceau de leur vie. Alors sans plus attendre, je laisse place au podcast de la grande famille. Bonjour Alexandra. Bonjour Manuela. Bienvenue sur le podcast de la grande famille. Merci. Toujours un plaisir de démarrer un nouvel épisode. Et puis celui-ci, il est particulier. Ouais. Je vais te laisser nous parler de ton parcours. On se connaît parce qu'on se voit en plus au quotidien. Oui, c'est vrai. Avec une belle histoire et une belle expérience au pair pour toi déjà à l'étranger. Oui, exactement. Et une future. Et une future à venir. Du coup, je suis partie en tant qu'au pair en mai 2022 au Canada pendant 4 mois. J'aurais aimé faire plus, mais j'étais entre 2 années d'études, entre ma 2e et ma 3e année de bachelor en école de commerce. Donc, je ne pouvais pas faire plus. Et c'était la meilleure expérience pour l'instant de ma vie, qui a complètement changé un peu tout. Donc, je suis partie dans une famille de 2 parents séparés, donc ce qui est assez particulier en tant qu'au pair, avec 3 garçons de 7, 9 et 12 ans qui vivaient une semaine sur 2 chez chaque parent. Et c'était ma première fois toute seule dans un pays étranger aussi lointain de mes parents, ma vie de famille classique, sans aucun membre de ma famille, etc. Et c'était une très très bonne expérience. J'ai eu la chance de tomber sur une famille exceptionnelle et que ça se passe bien, parce que ça peut aussi se passer des fois moins bien, mais j'ai eu la chance que ça se passe bien. J'ai adoré. Et c'est pour ça que je repars, du coup, cette fois 1 an, parce que je pense que maintenant je suis prête à le faire pendant 1 an et que je pars aux États-Unis, que c'est obligatoirement 1 an aussi. Et alors j'ai plein de questions pour toi. J'imagine. Pourquoi? Alors déjà la première, c'est comment t'es venue l'idée, parce que t'étais en cours d'études et en bachelor, et comment t'es venue l'idée de partir au pair pendant 4 mois plutôt que de faire un stage dans un milieu plus professionnalisant? Alors, j'ai toujours voulu partir à l'étranger. Quand j'étais plus petite, je disais à ma maman que je voulais faire mes études à l'étranger, etc. Je pense que je me rendais pas du tout compte du coup que c'était de partir à l'étranger, parce que déjà je fais une école de commerce qui est assez coûteux. Et en plus, pour faire un semestre à l'étranger, quand j'ai su que je rentrais dans une école de commerce, je me suis dit je ferais un semestre ou une année à l'étranger. Je me suis renseignée, évidemment, je voulais les destinations les plus coûteuses, New York, le Canada ou Los Angeles. Je me suis vite rendu compte qu'on parlait de vingtaine, voire trentaine de milliers d'euros pour 6 mois. Et c'était impossible pour moi de payer ça, ou alors il fallait faire un prêt. Et j'ai voulu, entre ma première et ma 2e année d'études, faire cet échange, sauf que, ou avant la première année, je ne me rappelle plus bien, sauf que c'était en Australie et c'était juste après le Covid. Donc impossible, les frontières étaient fermées. J'avais trouvé une famille par moi-même, sauf que les frontières étaient fermées, donc impossible de partir. L'année d'après, je me suis réinscrite en septembre sur une plateforme pour trouver ma famille, et j'ai trouvé toute seule. Mais je ne sais pas comment m'est venue l'idée d'au pair. Je ne sais pas d'où je connais ça. Parce que je sais que j'avais déjà fait des recherches quand j'avais 18 ans environ pour faire jeune fille au pair, sauf que je n'avais pas d'expérience avec les enfants, j'avais pas encore mon permis, etc. Mais je ne sais pas d'où m'est venue l'idée de au pair. J'ai dû voir ça quelque part, mais aucune idée d'où ça vient. Donc voilà, c'était de base parce que je voulais faire un truc à l'étranger, mais trop coûteux pour les semestres à l'étranger, même si c'est une expérience qui doit être tout aussi enrichissante. Donc l'au pair était le mix des deux, voyage à l'étranger, beaucoup moins coûteux, avec une très bonne expérience aussi. Ok. Et donc tu as trouvé ta famille par toi-même. C'était audacieux d'accepter d'aller dans une famille séparée, même s'il y a tout type finalement de forme familiale. Toi, tu viens d'une famille dont les parents vivent ensemble, et là, tu es partie dans une famille dont les parents sont séparés. Ouais. Comment quel enseignement finalement tu tires de cette expérience-là dans ta vie personnelle et dans la vie en général? Alors, c'est vrai que j'ai un modèle de famille très classique dans mon cercle restreint, mais dans la vie de tous les jours, j'ai toujours côtoyé des gens avec des parents séparés qui s'entendent plus ou moins bien, que ce soit dans ma famille ou dans mes amis.
Donc, j'avais pas spécialement peur. Après, j'ai eu encore une fois beaucoup de chance que les parents vivent à 5 minutes à pied l'un de l'autre, qui s'entendent excessivement bien. Le papa allait boire des verres avec la maman de temps en temps, comme ça, juste chez eux, ils papotent en amis. Donc, ça m'a pas. Au début, je le savais pas. Franchement, c'était spécial et les gens me disaient, mais t'es sûr de ce que tu vas faire? Déjà, tu les as trouvés tout seuls. En plus, tu vas dans une famille où ils sont plus ensemble. Donc, ça veut dire principalement, les gens me disaient, tu vas être chez le papa tout seul, toute seule. Et c'est très bizarre. Moi, j'étais là, je sais pas, j'avais toujours eu échange avec le papa, donc je le trouvais très gentil, très prévenant, etc. Donc, je m'étais pas spécialement posé la question. Donc, c'est vrai qu'avant de partir, je me suis dit, peut-être que je suis en train de faire une énorme bêtise, on sait pas. Mais ça m'a convaincue que, bon, déjà, c'est pas parce que des parents sont séparés que c'est dramatique pour les enfants ou que le cadre de vie est atroce, parce que les enfants sont très heureux pour autant. Leurs parents s'entendent très bien, ils arrivent à faire des repas tous, des anniversaires ou ce genre de choses en famille comme si de rien n'était. Donc ça m'a juste montré que peu importe le type de famille, ça peut être tout aussi bénéfique pour les enfants, et je pense qu'ils ont bien fait. Et c'est rigolo parce qu'une fois, je me rappelle, j'étais avec les enfants, ils avaient des cours particuliers un petit peu, tous, et on attendait le plus grand dans la voiture, et les deux plus jeunes, donc de 7 et 9 ans, disaient des fois j'aimerais bien que papa et maman soient encore ensemble, qu'on n'ait pas à changer de maison, etc. Et le plus grand disait au plus petit, oui, mais tu te rappelles, ils se disputaient quand même beaucoup, et puis maintenant on a 2 chambres, donc c'est trop bien. Et puis quand on rentre de la semaine avec papa, parce que la maman achetait toujours des cadeaux aux enfants, des petites babioles, une petite voiture, un cahier de dessin ou je ne sais quoi. Donc tous les lundis, quand ils allaient chez leur maman, ils avaient un petit cadeau qui les attendait sur le lit. Et il disait, maintenant on a des petits cadeaux, et puis c'est quand même chouette, ils sont plus heureux, nanana. Et ils avaient 9 et 7 ans. Donc on se rend compte quand même que c'était peut-être la bonne décision, et que même s'ils sont plus ensemble, les enfants sont tout aussi heureux. Donc ça m'a appris ça. Je me suis dit, des fois ça peut paraître un échec, et je pense que c'est la meilleure chose qui arrive à cette famille quand même. Donc même si moi j'avais le modèle de famille ensemble, amoureuse, etc., c'est tout aussi bénéfique pour tout le monde, je pense, qu'ils se soient séparés, que j'ai vécu dans ce cadre-là que j'avais pas connu avant. Donc il n'y a pas de règle finalement. Non, aucune règle. Et après, c'est bien qu'ils s'entendent, parce que ça aurait pu très mal se finir et qu'ils s'entendent pas. Mais je pense qu'ils ont bien fait. Et j'étais contente de le connaître, parce que je ne souhaite pas à mes parents de se séparer. Mais du coup, j'ai été contente de voir ce que ça faisait aussi pour un enfant, d'être baladé entre 2 familles, 2 maisons, etc. Parce qu'il y a toujours ce truc de je quitte papa pour aller voir maman. Donc au début, petit pincement de quitter papa, mais content de retrouver maman. Et puis inversement, toutes les semaines. Mais je pense qu'on finit par s'habituer, et sachant que toute la famille est plus heureuse comme ça, c'est très bien, je pense. Voilà. Et puis finalement, c'est aussi une expérience intéressante, parce que dans ta propre construction aussi de ton schéma de vie amoureux, familial, futur, ça te donne des repères et des exemples qui te permettent de te construire ta propre opinion, et que tu ne vis pas de la même façon quand tu es au sein même d'une famille. Ouais. Et donc toi, tu vivais chez le papa. Et comme t'expliquais, tout le monde te disait, mais t'as pas peur d'aller vivre chez un papa célibataire, entre guillemets. Et quand les enfants étaient chez la maman, tu t'en occupais quand même, ou comment ça se passait? Alors, je vivais principalement chez le papa, parce que la maison était plus à mon goût, on va dire. Mon espace en tant qu'au père était beaucoup plus agréable pour moi. J'avais tout le bas de la maison, en fait, pour moi. Donc ma chambre, ma salle de bain, plus lumineux, plus moderne, etc. Mais j'allais quand même chez la maman. Donc quand on changeait de maison le lundi soir, on prenait toutes nos petites valises, on allait chez la maman. Je restais là-bas jusqu'au jeudi soir. Donc je dormais là-bas, etc. Sauf que mes journées, je les passais chez le papa, parce que le papa était au travail, et la maman travaillait principalement en télétravail. Donc elle avait son bureau dans la maison, et je trouvais ça quand même plus chouette pour elle et pour moi qu'elle soit tranquille pendant sa pause déjeuner, si elle a envie, ou peu importe, qu'elle n'ait pas forcément à se préoccuper de moi. Donc je vivais chez les deux, mais c'est vrai que je passais le plus clair de mon temps chez le papa. Et je les ai gardés pendant l'été également. Donc parce que ça, c'est quand ils avaient école. Quand ils n'avaient plus école à partir du 1er juillet, on était vraiment une semaine sur deux tous ensemble chez le papa et chez la maman. Et donc quand on était chez la maman, je passais ma journée complète chez la maman aussi. Même si on faisait des activités, pareil, pour pas la déranger, et puis parce que des enfants, 3 garçons dans une maison,
pendant toute une journée, c'est compliqué. Mais donc, je changeais tout le temps et tout se passait bien. C'est juste que je préférais mon espace de vie chez le papa, donc j'y passais plus de temps. Okay. Et avant de partir, donc tu avais déjà une expérience en garde d'enfants. Oui. Tu avais fait quoi comme expérience? Alors, j'avais gardé dans 3 familles différentes des enfants de tout âge pendant mes 3 premières années d'études, parce que je me suis réorientée en école de commerce, mais de base, j'avais fait des études de psychologie. Donc, à la fac, on choisit nos horaires et il y a beaucoup moins d'heures de travail qu'en école de commerce. Donc, j'avais gardé des enfants de 6 mois à peut-être 9 ans. Dans 3 familles différentes, en général, ils étaient 2 ou 3. Et donc, je faisais des gardes extrascolaires. Après l'école, j'allais les récupérer, je les amenais aux activités. 2-3 fois, ça m'est arrivé de les garder le soir, de leur faire à manger, les doucher, etc. Après, je viens d'une famille assez nombreuse du côté de ma maman. J'ai une dizaine de cousins, plus maintenant, mais j'ai vraiment grandi avec 10 cousins. Et je suis une des plus grandes, je suis la 3e. Donc, je me suis toujours occupée, j'ai toujours aimé les enfants. Quand il y avait une naissance, toujours on était là, Alexandra va porter le bébé, elle va porter le bébé. Et j'étais toujours très contente. J'aidais mes tantes à changer les couches, à donner le petit pot, le biberon, j'adorais. Donc, je me suis toujours beaucoup intéressée à la garde d'enfants. Donc, c'était un peu logique pour moi de faire ça en job étudiant. Et donc, quand j'ai eu l'opportunité de faire au pair et que l'idée m'est venue on ne sait où, je me suis dit, ça va être génial parce qu'il y a l'anglais, le voyage, l'échange culturel, plus la garde d'enfants que j'ai l'habitude déjà de faire avec des petits Français. Donc, voilà, j'avais déjà une bonne expérience, on va dire, de peut-être 300 ou 400 heures de garde déjà avant de partir. Ok. Donc, oui, 300 ou 400 heures de garde, sachant que ce qui est recommandé, c'est 200 heures, donc c'était déjà une bonne expérience. Et donc, ça t'a pas effrayé d'aller garder 3 garçons, parce que c'est énergique et du coup, ça devait être aussi rythmé. Ça m'a pas fait peur. Pareil, donc je viens d'une famille très nombreuse. J'ai beaucoup de cousins, mais jusqu'à il y a quelques années, j'ai en tout 4 cousines, dont 3 qui sont arrivées très récemment, et l'autre cousine vient du côté de mon papa. Donc j'ai grandi avec 9 garçons autour de moi. J'étais la seule fille pendant très longtemps. Donc ça m'a pas du tout fait peur parce que j'ai toujours grandi avec des garçons. J'ai toujours fait des jeux de garçons entre guillemets parce que fallait que je me fonde dans la masse. Donc ça m'a pas du tout effrayée. En plus, il s'avère que c'est des garçons qui sont quand même relativement calmes. Ils savent s'occuper tout seuls. Je le savais pas avant, mais le papa m'avait fait une petite description. Donc ils ont tous leur petit caractère, leurs petites préférences, etc. Mais sachant déjà qu'il y en a un qui avait 11 ans quand je suis arrivée, qui a fait ses 12 ans là-bas. Il est plus grand, c'est un ado, il aime voir son meilleur copain, il aime faire des choses d'ado. Il n'avait pas spécialement besoin de moi, à part pour lui préparer à manger ou ce genre de choses, ou discuter de temps en temps, mais très timide, réservé et plus grand, donc beaucoup moins besoin d'attention. Et les 2 autres, 7 et 9 ans, c'était énergique, mais pareil, ils avaient leurs moments à eux où ils jouaient tout seuls, et des moments où ils venaient me voir, pareil, pour faire des jeux de société, jouer, faire de la trottinette, ils adoraient faire de la trottinette. Donc ça m'a pas du tout fait peur, j'étais dans mon élément en fait, c'est comme si c'était mes petits cousins, donc ça allait. Super. Et donc, suite à ça, t'as repris tes études. Enfin, t'étais sur un bachelor en 3 ans. Donc ça, c'était pendant ta 2e année. Ouais. Cette année, tu as fait une alternance pour la 3e année, donc chez Butterfly. Exactement. Voilà. Donc, tu as pu mettre à profit l'expérience que tu avais eue en tant qu'au pair, et puis te former aussi sur ta formation en communication. Ouais, exactement. Et là, tu repars au pair l'année prochaine. Ouais, je repars du coup 1 an à Miami, toujours avec 3 enfants. Je crois que c'est le chiffre qu'il me faut. Beaucoup plus jeunes cette fois. Ils ont 2 ans, 4 ans et 6 ans. La seule différence que je peux... Bon, alors, non, pas la seule, parce qu'il y en a plusieurs. Les parents sont ensemble. La maman est française, expatriée depuis ses 18 ans aux États-Unis. Et la plus grosse différence pour moi, c'est que je vais leur apprendre le français. Parce qu'ils comprennent le français, parce que maman est française et qu'ils regardent des dessins animés en français, ils entendent un petit peu de français. Mais j'ai grandi dans une famille où on était multiculturel, on va dire. Ma maman est algérienne, toute ma famille du côté de ma maman est algérienne, donc j'ai toujours entendu une autre langue que la mienne, sauf que le problème que rencontre la maman d'accueil chez qui je vais aller, je le connais aussi, c'est qu'elle parle sa langue maternelle,
mais elle n'a pas le temps, entre guillemets, de l'apprendre à ses enfants. C'est-à-dire que le papa est américain, donc il parle anglais, il ne parle pas français, et elle n'a pas le temps et peut-être l'énergie de parler aux enfants en français tout le temps. Le papa va pas comprendre, donc ils échangent très brièvement en français, elle leur apprend des mots, ils le comprennent très bien, mais ils ne le parlent pas, parce qu'ils répondent par facilité en anglais. Donc moi, une de mes missions principales, ça va être de leur apprendre le français, qu'on échange ensemble tout le temps en français. Ce que je faisais pas du tout au Canada, parce que le papa me l'avait pas spécialement demandé, même si lui parlait français parce qu'il avait fait un cursus bilingue quand il était plus jeune. Donc toute sa scolarité, il l'a fait en français. Donc il parle français. Mais les enfants, à part me demander 2-3 fois comment on dit ça en français, je leur ai pas appris beaucoup de mots. Ok, donc il va y avoir aussi un côté enseignement entre guillemets. Ouais. Et toi, le fait de parler français aux enfants, ça ne te dérange pas? Le but d'y aller, c'était pour améliorer ton anglais, j'imagine. Donc, en le parlant aux enfants, tu vas parler en français. Comment tu le vis, ça? Au début, j'ai eu un petit peu peur, j'ai hésité parce que sur le papier, c'est la famille idéale qu'il me faut. Ils sont dans un mode de vie que j'aime bien, dans une ville qui m'a l'air très cool. C'est vrai que quand je me suis dit je dois parler en français tous les jours aux enfants, est-ce que je vais vraiment progresser sur mon anglais? Et la maman m'a rassurée en me disant tu parleras en français aux enfants, mais à partir du moment où Ben, son mari, rentre à la maison, on parlera en anglais. Parce que lui n'a peut-être pas spécialement envie d'approfondir son français, il parle un tout petit peu, mais vraiment les mots basiques, enfin, même une ou deux phrases basiques. Donc on parlera en anglais dès qu'il sera là, parce que sinon il ne comprendra pas. Et moi, j'échangerai, je pense, le plus clair de mon temps avec eux en anglais et avec les enfants en français. Aussi, le but, ça va être de rencontrer des gens. Et si je peux rencontrer, que ce soit des Européens, pas forcément natifs anglais, ou des Américains, ce sera de créer des liens et d'essayer d'échanger le maximum avec eux en anglais. J'ai quand même de base un bon niveau d'anglais parce que je suis partie 4 mois, donc je l'ai travaillé. Et avant ça, j'avais quand même un bon niveau. Mais je me dis que c'est quand même, je voulais pas passer à côté de cette ville, ce cadre de vie, cette famille qui m'a l'air très cool, juste par rapport aux Français. Je me suis dit, bah, j'améliorerai mon anglais du mieux que je peux. J'essaierai de parler le plus que je peux. Et puis aussi, en tant qu'au pair, quand ils sont à l'école, les enfants, pendant toute la journée, on a pas mal de temps libre, on va dire. Donc à moi d'aller prendre des cours de langue si j'ai envie, à moi d'aller rencontrer des gens qui parlent anglais, d'aller faire des activités sportives ou non pour rencontrer des natifs et améliorer mon anglais. Et puis comme ça, je me ferai des connaissances et le week-end, bah, je pourrais parler avec des gens qui parlent que anglais tout le temps. Ok, donc un bon mélange et un bon équilibre. Exactement. Si t'acceptes, mais t'es pas obligé, hein, qu'on parle un peu de ta vie personnelle. Donc, je sais que t'es en couple, si on peut dire ça. Ouais. Et t'as fait le choix de partir 1 an à l'étranger. Est-ce que tu veux bien nous expliquer voilà, comment t'as pris cette décision? Parce que dans tout type d'expérience, il y a toujours parfois le questionnement interne de est-ce que je prends la bonne décision? Comment j'équilibre mes différentes sphères d'équilibre de vie, que ce soit ma carrière, ma vie personnelle, ma vie amoureuse, ma vie familiale, même vis-à-vis de tes parents. Tu vas quitter tes amis, ta famille pendant 1 an. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce cheminement de décision? Alors, d'expérience, je sais que ça va être compliqué. On va tous pleurer à l'aéroport. Quand je vais partir d'ici, on va pleurer. Mais mes proches m'ont toujours poussée parce que quand je suis partie la première fois, on savait que c'était pour une durée assez courte. Je suis partie 3 mois et demi, 4 mois. Donc, c'était dur parce qu'on s'est dit, on va se quitter 4 mois. Quand je suis revenue, j'ai pleuré, je pense, pendant 1 mois. Tous les jours, je pleurais. Quand j'ai pris l'avion, je pense que j'ai versé toutes les larmes de mon corps. Les gens devaient se demander ce qui s'était passé. Alors, vraiment, c'était dramatique et ridicule. Mais en fait, quand on quitte la famille d'accueil dans laquelle on a vécu, on ne sait pas quand est-ce qu'on les revoit. Alors que quand on quitte notre famille, il y a une date de retour. On sait que je rentre dans 1 an. Pour les plus courageux, peut-être dans 2 ans, parce qu'on peut reconduire le visa. Mais on a une date de retour. Quand on quitte la famille, on n'a pas une date de retour et on se dit j'ai vécu avec eux, ils sont rentrés dans ma vie, je les aime énormément et maintenant, bah, je ne sais pas quand est-ce que je les revois. Donc, je me dis ce que j'ai vécu, c'était tellement génial. Et quand je suis rentrée, en plus de travailler ici avec des au-pairs qui vont vivre la même chose ou qui sont très contents de vivre la même chose, je me disais, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de refaire. Et cette fois, sur une période plus longue et de vraiment passer plus de temps dans la famille, etc. Parce que je trouve que ça s'est arrêté trop court pour moi. Au moment où j'étais le plus à l'aise, on m'a dit, bon, bah, du coup, tu rentres, tu vas reprendre tes études.
Donc, quand je suis rentrée, j'en ai parlé un petit peu à ma maman, j'en ai parlé à mon copain et je leur ai dit, en fait, j'ai vraiment envie de faire. Et aux États-Unis, parce que de base, c'était ma destination que je voulais quand j'avais 18 ans, quand j'ai regardé pour la première fois. Et sauf que c'était 1 an et donc c'était pas possible entre mes 2 années d'études. Là, ça devenait possible à la fin de mon bachelor. Et j'en ai discuté avec eux et ils m'ont dit, bah, si c'est ce que tu veux, fonce. Donc, mon copain m'a toujours encouragée. Il s'est dit, bon, 1 an, ok, génial, t'es déjà parti 4 mois. Ensuite, je viens de Toulouse originellement. Je suis partie à Biarritz pour mon alternance. Donc, il m'a dit, ok, génial. Donc, tu reviens de 4 mois, tu pars 1 an en alternance à 3 heures de route, excellent. Et puis, tu reviens et en fait, tu reviens pas, tu repars 1 an à Miami. Donc, j'ai limite, je l'esquive, mais pas du tout. Et en fait, il m'a dit, je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur et que tu as envie de faire. Et lui, quand je suis partie au Canada, il m'a rejoint. Bon, le papa était vraiment très gentil, hein, mais il m'a rejoint. On a passé 2 semaines et demie de vacances ensemble, qui était très cool. C'était son premier voyage aussi en dehors de la France. Donc je sais que ça lui apporte aussi, ça apporte aussi à mes proches ce que je fais, parce qu'ils auront potentiellement la possibilité de venir aux États-Unis et qu'on voyage ensemble par la suite. Après, ça reste une décision très difficile parce que quitter ses proches pendant 1 an, là on parle de relations amoureuses, donc avec mon copain ça va être compliqué, et, on le sait parce qu'on l'a déjà vécu et que c'était pas forcément facile tous les jours quand j'étais au Canada. Donc on sait que on va avoir des moments très difficiles et que ça peut paraître long. On va essayer de se donner des dates aussi de lui vient ou lui vient, parce que moi je reviendrai pas je pense, mais où il va me rendre visite, etc. Mais c'est aussi pour tous ceux qui restent en France et qui vont pas pouvoir me rejoindre. Ça c'est aussi dur, que ce soit pour ma maman, je pense qu'elle viendra, mais mon papa, mes grands-parents, enfin je peux pas ramener toute ma famille, mes oncles et tantes, mes amis, etc. Donc ça c'est encore plus dur de se dire, surtout pour les personnes les plus âgées, mes grands-parents ou mon papa, bon je pars 1 an, on sait jamais ce qui peut se passer. Et c'est vrai que c'est dur, mais je me dis qu'il faut pas se mettre de barrières, parce que théoriquement, on va dire que tout va bien se passer, dans 1 an on les revoit, et 1 an à l'échelle d'une vie, c'est pas dramatique comparé à l'expérience que je vais avoir, les rencontres que je vais faire et tout ce que je vais vivre là-bas. Même si ça reste une décision un peu, on va dire, difficile, j'ai la chance d'être encouragée et poussée par mes proches. Donc ils me disent tous que ça va bien se passer. Mon copain m'a pas du tout dit que on allait se séparer ou que ça allait mal se passer. On se convainc tous les jours que ça va bien se passer. On fera du mieux qu'on peut. Peut-être que ça se passera pas bien, mais je pense que si on y met d'une autre et que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que lui est derrière moi, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Enfin, il y a plein de raisons que ça puisse mal se passer, mais on va essayer de tout faire et de trouver des petites techniques pour que ça se passe du mieux possible, que ce soit pour lui qui reste en France et qui va continuer sa vie, pendant que moi, je vais découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux paysages, enfin de nouvelles choses. Et ce sera peut-être plus difficile pour lui qui reste là et qui continue notre vie qu'on a d'habitude en France, pendant que moi je découvre autre chose et que je serai occupée un petit peu l'esprit par autre chose. Mais je pense qu'il ne faut pas se mettre de barrière, qu'il faut vraiment foncer si c'est quelque chose qui nous plaît. Et puis au pire, c'est ce que je dis toujours sur mes réseaux, c'est que vous vous lancez. Et puis si ça ne se passe pas bien, vous rentrez à la maison. C'est pas un échec, c'est bien d'avoir essayé. Et personne ne vous dira jamais que c'est nul d'avoir essayé, ou la famille d'accueil comprendra. Enfin, il n'y a aucun problème, juste c'est trop dur, on rentre à la maison et puis fin de l'aventure. C'est une bonne philosophie de vie et tu as raison, tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir. Exactement. Il y a plein de personnes qui m'envoient des messages et qui me disent « Je suis partie au père grâce à toi, c'est difficile » ou « C'est génial ». Et il y a eu 2-3 personnes qui m'ont dit « Je crois que c'était pas pour moi, c'était trop dur ». J'ai en tête une fille qui est partie en Finlande et qui m'a dit « J'arrive pas. En fait, j'arrive pas avec la langue, j'arrive pas avec les enfants, j'arrive pas, ma vie me manque ». Et elle est restée, je pense, 2-3 mois et puis elle est rentrée à Toulouse. Et puis elle m'a dit c'était quand même une bonne expérience et je suis contente d'avoir essayé, c'était peut-être pas ce qu'il me fallait. Donc peut-être que je repartirai à l'étranger dans un autre cadre, que ce soit pour le travail ou pour les études. Et c'est pas un échec, elle a essayé, elle s'est rendue compte que c'était pas pour elle et puis elle est rentrée. Puis tout va bien dans sa vie maintenant, quoi. Et très intéressant. Et c'est comme ça qu'on se construit aussi, c'est par le lot d'expériences et après de la façon dont on les transforme. Quelle est ta vision, enfin si tu en as une, mais est-ce que tu as eu des idées de ce que tu veux faire plus tard et de tes projets futurs?
J'ai pas de vision précise de ce que je veux faire. En parallèle de l'alternance et mes études, je suis présente sur les réseaux sociaux pour l'instant à très petite échelle. Ça me plaît beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose que je vais faire toute ma vie? Je sais pas. Est-ce que je sais que dans ma classe, à chaque fois qu'on demande à quelqu'un qu'est-ce que tu veux faire, c'est monter ma boîte, créer mon truc, etc. Moi, pour l'instant, j'ai pas d'idée précise. Je me laisse cette année de réflexion, on va dire, parce que j'ai toujours fait, j'ai fait 2 ans de psycho et 3 ans d'école de commerce. Pendant tout ça, c'était études et job étudiant à fond. Donc du lundi au dimanche, j'arrêtais jamais. Pour payer les études, il fallait faire un job étudiant. Donc j'ai jamais pris le temps de savoir ce qui me plaisait vraiment et ce qui m'animait vraiment. Quand je suis partie au Canada, je me suis lancée sur les réseaux, je me suis rendu compte que ça me plaisait et qu'il y a plein de petites choses que j'aime dans la vie, que ce soit le sport, la nutrition, le voyage, créer du contenu, etc. Est-ce que c'est quelque chose que je vais faire pour toujours? Je ne sais pas. Mais donc je me laisse cette année pour découvrir qu'est-ce qui m'anime vraiment et qu'est-ce que je me vois faire tous les jours de ma vie future. Après, j'aime beaucoup ce que je fais actuellement. Moi, communication, marketing, la vidéo, la photo, ça me plaît beaucoup. Après, dans quel cadre, pour qui, pourquoi, comment, je n'ai pas encore d'idée précise. Je suis pas sûre de continuer en master, mais peut-être que je reviendrai et que je me dirai, les études, ça me manque, j'ai envie de continuer. Pour l'instant, je me laisse voir. Donc là, tu considères que finalement, t'es à la fin de ton bachelor, donc soit c'est une année avant de travailler, soit c'est une année avant de reprendre des études. Voilà, exactement. Et quand tu es partie, est-ce que tu suis des cours de quelque chose? Est-ce que comment tu t'organises pendant parce que quand on est au pair, on a quand même pas mal de temps libre. Comment tu organises ce temps en dehors des horaires de garde d'enfants? Alors, quand je suis partie, donc je suis arrivée mi-mai et les enfants ont fini l'école début juillet. Donc il y a eu 1 mois et demi, on va dire, où j'avais du temps libre pendant la journée. J'avais un rapport de stage à finir pour valider mon année. Donc ça m'a pris un petit peu de temps pendant mes journées. J'avais pas pris de cours parce que c'était pas obligatoire au Canada dans le cadre du programme, parce que j'en avais pas spécialement envie, je pense aussi. C'était la fin de mon année scolaire, j'avais pas spécialement envie de me remettre encore dans des cours. Après, les journées passaient quand même relativement vite. Je déposais les enfants à 9h à l'école et ensuite à 2h, je récupérais le premier. Donc en fait, je faisais toujours une petite séance de sport, je mangeais mon petit déjeuner, je me mettais un petit peu sur mon rapport. Après, comme je disais, je me suis lancée sur les réseaux, donc il y avait souvent, fallait filmer ou monter ou créer du contenu, donc ça me prenait un petit peu de temps. Et puis après, me préparer à manger et de nouveau préparer l'arrivée des enfants. Donc j'avais un petit peu de temps, c'est vrai. Bon, les parents ne me demandaient pas de nettoyer la maison ou de faire des tâches particulières à part vider le lave-vaisselle. De moi-même, en fait, je voyais le rythme de vie des parents et je me suis dit, le papa rentre à 6h, on mange assez tôt au Canada. Donc, il préparait le repas très rapidement pour les enfants et ensuite, le bain, etc. Et avant que j'arrive, il préparait les lunchbox pour le lendemain midi des enfants. Et en fait, je me suis dit, moi, de 1h à 2h, je fais rien, j'ai fini mon sport, j'ai mangé, je me suis reposée, on va dire. J'ai fait ce que j'avais à faire ou je me suis promenée, peu importe. J'ai ce temps-là qui est libre. Pourquoi je ne préparerais pas les lunchbox? Ou alors quand les enfants rentrent et qu'ils mangent leur goûter ou ce genre de choses, j'avais toujours ce petit temps. Donc je me suis mise à faire un petit peu plus de choses pour eux parce que je me suis dit que moi, ça me prenait littéralement 30 minutes. Eux, c'est une charge de mentale en plus à préparer, etc. Et puis moi, des fois, j'avais les enfants à côté de moi, donc je leur disais qu'est-ce que tu veux manger demain, est-ce que tu prépares ça ou ça, quels fruits tu veux, quel machin. Je faisais ça, donc en fait, la journée passait très rapidement. Donc je faisais mes petites choses, je préparais le lunchbox, j'allais les récupérer et après ma journée recommençait avec eux. Et en juillet, je les avais toute la journée. Donc du moment où papa partait à 8h jusqu'à 6h. Donc j'avais pas le temps de me dire est-ce que je veux prendre des cours, comment je vais occuper mes journées. J'étais tout le temps avec les garçons. Donc je pense que ce sera différent aux États-Unis où je prendrai des cours de langue au moins au début. Okay. Mais après, je pense me concentrer sur des activités sportives ou autres, plus que sur des cours ou un cursus scolaire à part entière. Est-ce qu'il y a des choses que tu as découvertes de toi pendant ton expérience au pair? C'est une bonne question. Je me suis rendu compte que je m'adaptais quand même très facilement à une vie de famille qui n'est pas du tout le modèle dans lequel j'ai grandi. La culture est quand même différente, même si c'est une culture qui est proche de celle des Européens. Il y a quand même des codes qui sont différents.
Et donc, je me suis rendu compte que je m'adaptais très facilement. Je pensais que ce serait plus facile. Je pense que je croyais que j'étais plus indépendante que ça. Peut-être pas autant que ce que je croyais. Parce que quand ma maman est venue me rejoindre pendant 2 semaines et quand mon copain est venu aussi, je me suis dit, ça fait du bien quand même de revoir ses proches, etc. J'ai eu la chance, encore une fois, parce que le papa est très gentil, qu'il ait accueilli pendant quasiment tout mon séjour une ancienne au pair à lui, allemande. Donc en fait, pendant de mai à juillet, début juillet, il y en a un petit peu plus, cette au pair, Sarah, était là avec moi quasiment tous les jours. Donc des fois, elle faisait du babysitting à côté pour s'occuper. Mais sinon, elle était tout le temps là. Donc en fait, j'avais une copine avec moi et je me suis rendu compte que j'arrivais à créer un lien et une amitié avec elle très rapidement, alors que je me considérais comme quelqu'un de très timide, réservé et pas forcément très sociable aussi facilement et avec quelqu'un d'étranger. Donc en fait, je me suis rendu compte que j'étais assez sociable et que je pouvais créer des liens assez rapidement. Et je me suis rendu compte que je pouvais me dépasser en quittant mon foyer et tout ce que je connaissais le mieux de France pour aller au Canada pendant 4 mois. Donc en fait, ouais, le dépassement, l'adaptabilité, et, franchement, bon, peut-être pas si indépendante que ça, mais ça viendra peut-être. Ok. C'est intéressant de voir tout ce que tu peux apprendre parce que c'est des choses qui sont ce qu'on appelle des soft skills, qui sont plus dans les savoir-être que dans les savoir-faire, même si je pense qu'il y a aussi des savoir-faire dans ce que tu as appris. Et ces savoir-être, on les développe plutôt dans des expériences, des expériences professionnelles ou en tout cas en dehors du cursus scolaire. Et je pense que l'expérience à l'étranger, c'est un accélérateur de soft skills. Alors, je sais que tu as une activité sur les réseaux assez soutenue, et donc j'allais te poser la question, quels seraient tes conseils si quelqu'un a envie de partir? Et je pense que c'est un peu ton quotidien que de donner des conseils. C'est vrai. Alors, mes conseils, quand j'ai commencé ma recherche de famille, parce que j'ai recherché toute seule, mais ça vaut pour quand on passe par une agence aussi, je pense. Je voulais sur le papier une famille qui me plaisait, et en fait, je regardais la ville, la maison, les enfants, et je me rendais pas compte qu'il y avait tout un aspect, leur mode de vie, ce qu'ils aiment, comment ils sont, comment ils communiquent. Il y a toute une partie de la famille en fait qu'il faut vraiment prendre en compte, et il faut pas se vendre pour correspondre à cette famille. Il faut être soi-même pendant l'entretien et pas s'inventer des qualités, des centres d'intérêt ou quoi que ce soit pour plaire à cette famille, parce qu'en fait on va vivre plusieurs mois, voire une année, voire 2 ans avec des gens qui vont devenir notre repère dans ce nouveau pays. Et si on s'est inventé toute une vie ou qu'on s'est dit j'aime la planche à voile alors que je déteste l'eau, on va se retrouver dans un lieu de vie, dans un mode de vie qui ne nous correspond pas du tout et on va être hyper malheureux. Même si on a atterri à Los Angeles et que c'est notre rêve, si la famille ne nous plaît pas ou qu'on n'a pas du tout la même façon de voir la vie, ça peut être très très long. Donc je pense que c'est rester soi-même tout au long du processus de recherche, d'interview ou quoi que ce soit. Alors certes, il faut faire ressortir le meilleur de nous, hein, si on dit qu'on met du bazar toute la journée, qu'on n'est pas du tout responsable, etc. Aucune famille nous choisira. Et je pense que c'est des choses qu'il faut profondément pour être au pair. Donc, ne pas se survendre ou s'inventer une vie, si on peut dire, pour plaire à quelqu'un. Ensuite, si on a vraiment envie, pas avoir peur de le faire, parce que je pense que ça doit être atroce de regretter de ne pas l'avoir fait, de s'être dit, il y a mon copain, ou il y a ma famille, ou il y a mes amis, je ne peux pas les quitter pendant 1 an. Et dans 20 ans, quand on est installé, qu'on a notre propre famille, notre travail, notre CDI, et qu'on ne peut plus le faire, de se dire, j'aurais tellement aimé faire une expérience à l'étranger, rencontrer des gens, etc. Donc si on en a vraiment envie, se lancer. Et pas avoir peur de l'échec si ça ne marche pas, si on tombe sur une mauvaise famille ou non, enfin une famille qui ne nous correspond pas ou non. On peut changer de famille, une fois, si on passe par une agence, ou tout seul. Je sais qu'il y a des jeunes filles qui se débrouillent tout seules de A à Z et qui, quand elles tombent sur des mauvaises familles, recherchent une nouvelle famille par elles-mêmes. Donc, pas avoir peur de l'échec. Et si jamais ça se passe mal, ce que je dis tout le temps aux gens, rien ne vous empêche de prendre un billet retour et de rentrer en France. C'est pas grave, vous faites 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, et puis c'est pas cool, c'est pas pour vous, vous rentrez. Donc, ça serait mes conseils, ouais. Ne pas s'inventer ne pas se survendre, être soi-même tout le long du processus, se lancer si on en a vraiment envie, même si ça fait peur, et pas avoir peur de l'échec et de rentrer en France si ça se passe mal. Merci Alexandra. Merci à toi. Et puis bonne
une super expérience aux États-Unis. Merci, j'espère. C'est la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute. Comme à chaque fois, j'ai pris un réel plaisir à mieux connaître notre invité. Et si vous aussi, vous aimez la grande famille, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Et surtout, je vous serai extrêmement reconnaissante de prendre 2 minutes pour mettre un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. Je vous dis à très bientôt.